Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Et il s'agit aujourd'hui d'une pièce assez exceptionnelle parce que déjà il n'y en a pas beaucoup qui ont été produites. C'est relativement cher et en plus c'est une réplique à gaz. Il s'agit du MP2A1 de chez Northeast Airsoft. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Northeast Airsoft de m'avoir envoyé cette réplique et vous verrez il y a des petits trucs sympas aussi à l'intérieur afin que je puisse la découvrir, la tester et bien sûr vous la présenter. C'est une réplique, je vous le disais, relativement chère que vous pourrez trouver aux alentours de 680 € sur Airsoft Entrepôt. Il s'agit de la version 3 de la réplique, même si elle est notée Gen 2 au niveau de la description. En fait, j'ai demandé à Northeast, ils m'ont dit on leur a jamais vendu du premier batch. On leur a vendu du deuxième batch, donc qui était la V2, mais qui pour Airsoft Entrepôt était du coup la Gen 1. Et on leur a vendu du troisième batch, qui est donc la V3, mais qu'Airsoft Entrepôt a labellisé Gen 2. Voilà, en tout cas, c'est les infos que j'ai de Northeast. Si c'est pas correct, eh bien, j'invite Airsoft Entrepôt à mettre un commentaire sous cette vidéo pour dire non, en fait, c'est bien de la Gen 2 ou V2. Enfin bref, Gen 2, V2, V3, des fois on ne sait plus trop. Donc Northeast Airsoft, c'est une compagnie taïwanaise qui est spécialisée dans la réplique un petit peu exclusive, notamment toute une série de Sten dont j'avais eu la chance de présenter un modèle il y a quelques années. Et ce sont également des répliques à gaz. Si vous avez entendu parler du FAMAS GBBR, eh bien c'est également une production de Northeast Airsoft. Donc voilà, de la réplique un petit peu exclusive, reproduite dans les moindres détails, souvent à partir de modèles réels, afin d'avoir toutes les bonnes cotes. Parce que là, 680 € quand même pour ce modèle sur Airsoft Entrepôt. D'ailleurs, si vous souhaitez aider l'antre, mais que vous n'avez pas d'argent à mettre dans des types ou des choses comme ça, sachez qu'il y a un lien affilié maintenant vers Airsoft Entrepôt qui est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez faire vos achats. Vous payez pas plus cher, mais ça aide l'antre. Voilà. Bon, merci beaucoup Airsoft Entrepôt et merci à tous ceux qui passeront par ce lien pour faire leurs achats. Ça fonctionne aussi avec le e-wallet, avec les achats d'occasion, etc. Donc, pas d'inquiétude à ce propos. On va également pouvoir trouver la plupart des accessoires, même l'entièreté des accessoires de chez Northeast sur un site qui s'appelle airsoftworld.net. Apparemment, il y a un entrepôt en Grande-Bretagne, un entrepôt en Europe, je ne sais pas vraiment où. Je n'ai jamais commandé chez eux, mais c'est un site qui est recommandé également par Northeast Airsoft. Donc les prix que je vous donnerai sur les accessoires dans cette vidéo, ce sera les prix de chez airsoftworld.net. Allez, parlons de ce petit MP2A1, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas encore ce que c'est que le MP2A1. Mais avant tout, jetons un petit œil sur la boîte, déjà ça donne un indice. Donc on voit ici l'insigne de la Bundeswehr, MP2A1, Machine Pistol, Gas Blowback Submachine Gun, avec un drapeau allemand, calibre 6 mm, clap shaft et le logo Northeast ici. Mais qu'est-ce que c'est que le MP2A1? Oui, c'est un Uzi. On va en reparler dans quelques instants. Donc, c'est livré dans une boîte en carton. Tout est bien emballé normalement dans des sachets plastiques et tout. Hein, ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas comme ça tout nu. On va retrouver un petit peu de documentation. Donc déjà, la réglementation française pour les répliques qui sont vendues en France. Un éclaté complet de la réplique. Et un manuel également très très complet. N'hésitez pas à le lire entièrement parce qu'il y a tout. Vraiment, tout ce qu'il faut savoir. Les différentes vues, les différentes parties de la réplique. Le démontage, l'entretien, le remplissage des chargeurs, le remplissage en billes, le réglage du hop-up, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Lisez-le attentivement. Et si vous ne comprenez ni le chinois ni l'anglais, eh bien, il y a toujours Google Lens ou des traducteurs comme ça que vous pouvez utiliser avec votre téléphone. Le chargeur, c'est un chargeur à gaz avec une coque en acier. Voilà, ça a l'air un peu phosphaté. 32 billes. Voilà, 32 coups sur le vrai, 32 billes sur celui-ci. Avec les lèvres ici, le gaz route, la valve de percussion et la valve de remplissage ici. Ce sont les dernières versions de chargeur. Si on enlève le talon, il y a une vis qui retient l'interne et l'externe, c'était pas le cas avant. Donc quand on chargeait le gaz, ça avait tendance à pousser l'interne hors de l'externe. Ici, ce n'est plus le cas. Il y a eu aussi une révision au niveau du follower qui était avant en métal, qui est maintenant en plastique.
et donc il y a moins tendance à se bloquer à l'intérieur du puits du chargeur. Ces chargeurs sont à 75 € sur Airsoft Entrepôt, et sous peu, je crois que c'est début décembre, il va y avoir des chargeurs CO2 disponibles, car il y a une version Pro Elite de ce MP2 qui est sorti avec une culasse en acier et un chargeur CO2. Attention, alarme. Si vous avez une V1 ou une V2, les chargeurs CO2 ne sont pas faits pour fonctionner avec les V1 et les V2. Il faut vraiment une V3 pour pouvoir profiter des chargeurs CO2 pour que ça fonctionne bien et que ça casse rien du tout, quoi. Ensuite ici, je suis très chanceux. Northeast Airsoft m'a également envoyé le kit de modernisation pour ce MP2 et pour le Uzi, hein, si vous avez envie plutôt d'acheter un Uzi, on en reparlera aussi dans quelques instants. C'est le kit MTP, Modular Tactical Platform. Il est disponible aux environs des 275 €. Il est composé d'un garde-main avec des ports M-Lock, d'une attache de crosse ici avec un rail, d'un levier d'armement ambidextre, d'une attache arrière et d'un rail supérieur. Tout ça est en aluminium anodisé. C'est très joli, c'est très léger. Et je vous montrerai son montage et à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais là, on a un MP2A1 dans la boîte et je vous le sors tout de suite. J'adore, parce que c'est une arme qui est iconique, donc c'est une réplique d'arme iconique. Voici, alors ça n'est pas le mini Uzi, ça n'est pas le micro Uzi, c'est le Uzi full size dans sa version ici MP2A1, donc pour la Bundeswehr. On va pas se refaire tout l'historique du Uzi. Si ça vous intéresse, il y a un petit truc en infographie ici, alors qui n'est pas tout à fait exact, mais qui présente 20 faits notables concernant le Uzi. Si vous voulez des historiques un petit peu plus poussés, il y en a un qui existe en français, je vous laisse chercher sur internet. Et puis il y en a également quelques-uns en anglais qui sont souvent moins vindicatifs. Donc c'est quand même un sacré morceau, quasiment que de l'acier et puis du plastique. On dirait de la bakélite, mais je pense que c'est du plastique. C'est très très bien fait. Et ça pèse son poids quand même, hein. Alors c'est pas un pistolet, hein, c'est un pistolet mitrailleur qui fait 3160 grammes et qui mesure entre 470 et 640 mm de long, car on a ici la version avec la crosse déployable, une crosse en acier également. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que les premiers Uzi étaient équipés d'une crosse en bois qui est un peu plus confortable, mais pour des besoins d'encombrement, il a été plus tard choisi de développer également une crosse pliante comme celle-ci. Mais bon, pourquoi sur celui-ci il y a écrit MP2A1 et pas Uzi? Eh bien parce que c'est la version qui a été livrée à la Bundeswehr. Je vous fais un petit aparté historique, on se retrouve juste après. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays alliés réglementèrent étroitement le développement militaire de l'Allemagne de l'Ouest. Les gardes-frontières ouest-allemands, Bundesgrenzschutz, BSG, recherchaient un nouveau pistolet mitrailleur en 1951 et sélectionnèrent le modèle Beretta 3849 de fabrication italienne. La désignation officielle de l'arme était MP1. Afin de répondre aux actions militaires en cours de l'Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est, la force de défense de l'Allemagne de l'Ouest, Bundeswehr, a été constituée et le pays est devenu membre de l'OTAN la même année. Un nouvel achat de nouvelles mitraillettes était alors mis sur la table par le directeur du ministère de la Défense ouest-allemand pour résoudre la situation de troupes qui utilisent encore une collection de surplus de la Seconde Guerre mondiale, dont des M3 Grisgun qui utilisent encore des munitions de 45 ACP. Sous la pression de l'expansion de l'internationale communiste, de nombreux pays occidentaux comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, Israël, avec leurs pistolets mitrailleurs de niveau supérieur, et l'Allemagne ont rejoint cette campagne. La mitraillette de fabrication suédoise Carl Gustav M45 a obtenu les scores les plus élevés lors d'une série de tests. Cependant, dès le lendemain, les représentants de l'IMI ont rencontré le ministre allemand de la Défense lors d'une réunion dont le contenu est resté confidentiel. 2 semaines plus tard, la future arme de la Bundeswehr allemande était déclarée et le prix revenait à Israël. 2 facteurs ont probablement influencé le changement soudain du plan allemand. Le premier était que les délais de livraison pouvaient répondre aux attentes de la Bundeswehr. Et le deuxième facteur probable qui a influencé la décision a été la tentative d'envoyer un message de bonne volonté et d'établir une relation diplomatique formelle avec Israël. Sur la base de l'accord, il serait connu sous le nom de MP2 pour la version à crosse fixe en bois et MP2A1 pour la version à crosse pliable. Il spécifiait également les marquages uniques du sélecteur, D pour feu continu, E pour feu unique et S pour sûreté, Sicher. Dans les années 60, la conception de sécurité du bloc de culasse fait que l'arme ne peut pas être armée lorsque le sélecteur est en position de sécurité, conformément aux règles de sécurité de la Bundeswehr bien sûr. En juillet de la même année, les problèmes de levier d'armement, trop petit pour une main gantée, et du déverrouillage accidentel de la culasse avant qu'elle ne soit complètement armée, ont été résolus en augmentant la taille du levier d'armement et en concevant une nouvelle sécurité à cliquer intégrée dans le capot supérieur.
Les chargeurs de 25 cartouches ont été entièrement remplacés par des chargeurs de 32 cartouches à la fin des années 60. Et après 60 ans de service, il a largement servi dans la Bundeswehr. En 2006, l'armée allemande l'a progressivement supprimé et l'a remplacé par le MP7. Certaines unités des corps blindés, de l'artillerie et de l'infanterie mécanisée l'utilisent encore comme équipement standard. En 2006, l'armée allemande a signalé que seules 3000 armes environ étaient encore en service actif, mais il a été constaté que les opérateurs des équipages de chars en avaient encore lors d'exercices ayant eu lieu en 2018. Voilà, maintenant qu'on en sait un petit peu plus, on va détailler la réplique. Donc MP2A1 oblige, eh bien on va avoir ici les marquages. Voilà, MP2A1, calibre 9 mm, je sais pas comment on dit millimètre en allemand, numéro de série. IMI quand même, hein. Israeli Military Industries, la petite étoile de David. Voilà, ce sont des marquages d'usine et tout. Ici, on a le secteur de tir donc allemand, DES. Donc sûreté S, semi-E et D pour Rafale. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme marquage sur cette réplique, me semble-t-il. Mais on peut s'attarder sur la qualité de fabrication. Voilà. Donc, de l'acier phosphaté. Alors ça fait un petit peu entre le mat et le gloss. Voilà, plutôt ouais, satiné on va dire. Ah, regardez ça, c'est super chouette. Hein. Donc cette crosse en acier, elle est repliable en deux. Tout est en acier, hein. Il n'y a pas de plaque de couche en caoutchouc ni quoi que ce soit. Ici le confort, c'est pas trop ce qui est recherché, hein. C'est surtout la praticité. Venir épauler ici et puis avoir un tir stable, surtout pour le mode automatique. Mais d'après ce que j'ai pu en comprendre et en voir, c'est quand même une arme qui est assez stable, même en full, contrairement par exemple à la MAT 49. Aïe. En parlant de la MAT 49, ici on peut voir qu'on a une sûreté au niveau de la poignée. Et alors moi ça me rappelle des vieux souvenirs, hein. Je me coinçais souvent cette partie là, voilà, entre le pouce et puis l'index là, dans cette poignée lorsque j'utilisais la MAT 49. C'est vraiment très désagréable, mais c'est réaliste hein, pour le coup. Hein. Donc cette poignée, elle permet d'une part d'armer la réplique et d'autre part de tirer. Ici on a un attache pour une sangle ou une bretelle. Le bouton ici qui permet de replier. Voilà. Ici, on peut appuyer, imprimer une rotation. Et c'est le fait ici de revenir bloquer cette partie qui nous maintient la crosse en place. La poignée pistolet ici, dans le pur style des années 50. Hein. Avec le bouton d'éjection du chargeur ici. Vous l'avez compris, un des prérequis de l'Uzi, c'était d'avoir le chargeur qui se mettait dans la poignée. Voilà, il vient se bloquer comme ceci. Et on va venir appuyer et tirer pour le débloquer. Mine de rien, on a un pontet de bonne taille avec une queue de détente. Voilà, somme toute classique. Hein. On peut tirer avec des gants, ça c'est important hein, quand il fait froid. Côté gauche, ici, on va retrouver un anneau de sangle. Alors, ne prononcez pas le mot ambidextre là-dessus. Années 50, il n'y a pas de gaucher. Hein. Dans les armées, ça n'existait pas et on n'en avait rien à carrer. Hein. T'es droitier, t'es gaucher? Non, bah t'es droitier. Tu te débrouilles. Donc on l'a dit ici, le sélecteur de tir avec des crans qui sont vraiment bien marqués. Alors ça va se faire, hein. Ils étaient vachement plus durs lorsque j'ai reçu la réplique. Là, ça va un peu mieux. En fait, tout est dur. Vous recevez ça, il y a tout qui est monté plus ou moins en force. Enfin, les ajustements sont nickel. Donc, il faut mettre un petit peu de force lorsqu'on manipule cette réplique. C'est quelque chose de rustique. Hein. Et en parlant de rustique, on va retrouver ici le garde-main. Donc, en matière plastique. Je ne sais pas s'ils ont utilisé de la bakélite ou si c'était une repro. Mais c'est super bien fait. On trouve bien ces textures-là qu'on retrouve sur des fournitures comme ça, des armes de cette époque. Voilà, donc ici, l'ensemble mobile, le levier d'armement aussi. Voilà, ça revient. Donc, culasse ouverte. Donc, à l'intérieur, il y a une crémaillère là. Voilà, si on ne fait pas un mouvement complet, le levier il peut se bloquer. Voilà, faut vraiment y aller, hein. Ça fait partie aussi des sécurités qui sont incluses dans ce MP2A1. Et là, on va pouvoir tirer. Voilà. Et donc, qui dit culasse ouverte, dit qu'il faut un système vraiment très chiadé, parce que ça va nous chambrer la bille et ça va tirer immédiatement. C'est le mouvement avant qui va venir faire percuter tout ça, emmener la bille en même temps, donc il faut un timing parfait, sinon ça fonctionne pas très bien. Ici, on a le canon externe, avec un écrou, et ici,
un petit poussoir qui va permettre de défaire l'écrou pour ôter le canon. Il y a un silencieux qui existe pour cette réplique qui coûte environ 80 €. Je vous mets la photo à l'écran. Pour le coup, ça fait un petit peu plus opération spéciale, mais c'est très sympa. Au niveau des organes de visée, on va avoir un guidon ici, avec un cran qui est protégé par 2 oreilles, et on va pouvoir régler la hauteur de ce cran. Et puis ici, une hausse avec 2 orifices, 100 mètres, 200 mètres, monté sur un ressort très balèze. Ah, je vous le disais, il faut mettre de la force pour tout, hein. Vous voyez, ça marque tout de suite les doigts. Ici, 200 mètres. Et ça va permettre d'aligner sa cible et de tirer en toute efficacité. C'était pas vraiment l'époque des lasers et des points rouges. On verra ce qu'on peut faire à ce propos un petit peu plus tard. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour de ce MP2A1. Si vous êtes plutôt fan d'Uzi israélien de base avec crossbois, et ben ça existe également. C'est tout nouveau hein, chez Northeast. Et c'est disponible pour 560 € chez airsoftworld.net. Du coup, on a les marquages originaux là, avec la crosse en bois. C'est très joli. Je reviens quelques instants sur le chargeur. Car comme sur à peu près tous les GBBR, il y a possibilité de tirer à vide, mais il faut désactiver ici justement le système qui permet de bloquer le tir à la fin du chargeur. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le nozzle il va venir se bloquer là et ça va empêcher de percuter la valve ici. Par contre, c'est très dur. Moi, je prends un petit tournevis, il faut appuyer ici, c'est mieux. Et là, avec le tournevis, on va se mettre dans le cran là et on va pousser vers l'avant. Ils sont sérieux. Voilà. Et là, vous voyez, ça efface la petite planchette élévatrice et on va pouvoir tirer à vide. Normalement, j'ai du gaz dedans. Ne vous attendez pas à un kick de mulet. On a un ensemble mobile ici qui fait un peu plus de 200 grammes. Sur la version Pro Elite avec l'ensemble mobile en acier et puis le chargeur CO2, je pense que ça tape un petit peu plus fort. On verra si je reçois un chargeur CO2. Je vous ferai une petite démo en short. Voilà, donc on insère, on arme. Et voyons voir ce que ça donne parce qu'il fait pas très chaud dans l'antre. Et ces chargeurs et cette réplique, ils sont très sensibles au froid. Le reset n'est pas franc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un clic, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas un clic très franc. Au niveau du poids de détente, c'est pas hyper lourd non plus. Ok, si je me mets en full, il ne reste peut-être plus beaucoup d'autonomie là. Voilà, c'est pas une fréquence de timbré, mais sur l'Uzi de base ou le MP2A1, on n'a pas une grosse cadence de tir non plus, hein, c'est de l'ordre de 600 coups minute. Donc 10 coups secondes, ce qui est assez pour jouer, qui nous offre 3 secondes de tir avec un chargeur complet s'il dégaze pas avant. Et là mon chargeur est vraiment très froid, mais bon on a combien là? On a 14 dans l'antre, il fait moins dehors, donc je peux vous dire que les tests de tir ont été un petit peu compliqués. Et comparé au tir que j'ai fait au mois de septembre quand il faisait encore un peu chaud, eh bien ce que j'ai fait là ces derniers temps, ça n'a rien à voir, j'en suis désolé. Mais c'est un élément à prendre en compte et je vous laisse voir ça au chronie et sur cible. Ouais, j'ai remis du gaz débit, on essaye en full.
sans le buffer, 45 mètres. Bon, que dire? Au niveau de la vélocité, c'est pas mal, hein. On est aux environs de 300-320 fps. Bien sûr, ça va descendre, bien sûr, ça va dépendre également de la vitesse à laquelle vous allez tirer. Il y a pas mal de cooldown sur ces chargeurs. Forcément, hein, c'est de l'alliage, c'est de l'acier, donc c'est assez sensible aux variations de température. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est que sur cible, bah, on dirait que cette réplique, elle est toute pourrie. Alors qu'en fait, le hop-up fonctionne très bien. Là, j'ai tiré de la 0,30 parce que c'est une bille qui est relativement stable. Malgré le vent qu'il y a dehors, bah voilà, c'est toujours pareil, hein, on est ici sur la 3e tempête consécutive, je crois. Donc c'est un petit peu compliqué pour les tests de tir à l'automne et à l'hiver. Mais les trajectoires sont bonnes. À partir du moment où vous n'allez pas faire un dégazage, et là vous allez avoir du propane par exemple, ou du green, c'est la même chose, hein, à l'état liquide qui va passer dans votre joint hop-up, qui va le durcir, et du coup vous aurez des billes qui vont tomber. Et une fois que ça sera un petit peu plus chaud, ça va se rétablir. Mais là, en temps normal, avec mon hop-up réglé même pas à la moitié, je lève de la 0,30, j'ai de belles trajectoires, bien planes. Donc franchement, par rapport à la Sten que j'avais reçue et qui était vraiment pas top en sortie de boîte, et bien là c'est beaucoup mieux, hein, pour cette V3. Concernant les différentes versions, V1, V2, V3, je vous conseille une excellente vidéo réalisée par mon pote Badabing. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres et mettre la traduction automatique. Il parle tellement bien et c'est tellement fluide que normalement les traductions sont très bonnes. Google galère pas comme moi quand vous mettez le truc automatique. J'articule pas, donc ça va vous mettre n'importe quoi dans les sous-titres. Bien lui, en général, ça fonctionne très bien. Donc si vous n'êtes pas du tout anglophone, activez les sous-titres et les traductions automatiques et vous verrez, sa vidéo est très intéressante. Lui, il a eu la toute première version de ce MP2A1 qui fonctionnait pas très bien. Ensuite, il a reçu les pièces pour la V2, les pièces pour la V3. Il a modifié quelques petits trucs et tout fonctionne bien. Et contrairement à mon camarade avec sa V1 qui était, c'était une V1 quoi, je n'ai eu aucun incident de tir, aucun incident de percussion, d'introduction. La seule chose qu'il a fallu que je modifie, c'est au niveau d'un chargeur, parce que je pouvais mettre 4 billes dedans et ça bloquait. Il y avait un tout petit morceau d'alliage qui dépassait dans le couloir de billes, hein, là, et il a fallu que je le lime pour que la planchette élévatrice puisse justement coulisser librement et que je puisse mettre mes 32 billes. Pour moi, à ces températures, c'est compliqué de vous parler d'autonomie en gaz et tout, mais Badabing l'a très bien fait dans sa vidéo, et au vu de ses résultats, je vous conseille de mettre entre 5 et 10 secondes de gaz dans ce chargeur, plus ça ne sert à rien. Donc voilà pour cette version vintage du MP2A1, mais si on veut en faire quelque chose de moderne, eh bien on peut y installer ce fameux kit MTP, Modern Tactical Platform, voilà, donc avec plusieurs pièces. Il y a un manuel qui est disponible bien sûr lorsque vous achetez le kit, hein. Il est dispo également en PDF. Je vous rappelle son prix, aux environs de 275 €, ça c'est sur airsoftworld.net. Et l'idée en fait ça va être d'ajouter des rails et des supports pour accessoiriser cette réplique et puis en faire quelque chose d'un petit peu plus moderne. Alors c'est pas trop une hérésie parce qu'il y a des Uzi modernes qui sont sortis, hein, qu'on peut accessoiriser. Bon, c'est surtout du modèle un peu plus compact, mais là pourquoi pas en faire quelque chose de tactical. Donc on va déjà ôter la crosse. Voilà. On garde la vis quand même. Et là, on va pouvoir mettre le support. Vous voyez, en plus, il est équipé de chaque côté d'une attache QD. Donc, il y a le rail Picatinny. Vous voyez ici, on mettra une crosse un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du démontage. Avant de monter ce kit, on va déjà regarder comment ça se démonte. Donc ici, on a effectivement un petit loquet. J'appuie dessus et alors, regardez, mon pouce emporte les séquelles. Quand ça vient, parce que c'est quand même un petit peu monté en force.
c'est de l'acier. Voilà. Bon, ici, on peut voir le système de crémaillère de sécurité. Voilà, qui avait donné quelques petits soucis à certains utilisateurs sur les versions 1. Voici l'interne. On retire l'ensemble mobile comme ceci. Voilà. La tige guide, le ressort récupérateur. Un buffer noir ici qui était beaucoup plus long à l'origine, qu'ils ont raccourci un petit peu. Certains utilisateurs l'enlèvent pour ne garder que celui-ci. Apparemment, ça augmente l'efficacité du cycle parce que ça permet de retarder un petit peu l'envoi du gaz. Donc voici à l'intérieur. Voilà, cette pièce aussi posait problème. Elle était remplacée sur les trois. On peut voir ici le réglage du hop-up. Voilà, c'est cette petite molette ici qui est crantée. On dévisse l'écrou ici et on peut sortir l'ensemble. Canon interne, externe, hop-up. Voilà. Le canon. J'ai du 6,04 là. Et on peut également ici chasser cette goupille normalement. Ah, c'est raide quand c'est neuf, hein. Pour ensuite, voilà, libérer la détente. Et là, on a un démontage sommaire d'un P2A1 tel qu'il est sur le vrai. C'est ça qui est très très appréciable sur ces répliques. Ici, on va voir le petit percuteur. Donc là, la pièce de reset qui a été changée sur les dernières versions. Tout va bien, outil normal. Ici, on ne peut pas se tromper pour le montage, hein. Il y a un détrompeur. Voilà, pas la peine de serrer comme un fou. Ici, le nozzle. Donc celui-ci, un V3, est prévu pour fonctionner également avec le CO2. Toujours la violence, toujours. Voilà, donc continuons avec l'installation de ce kit. Donc il va falloir des clés Allen. Alors j'ai pas le manuel sous les yeux, donc ça n'est peut-être pas la façon officielle d'installer le kit, hein. Je laisserai Northist me gronder dans les commentaires si j'ai fait n'importe quoi. Allez, là je vois déjà que j'ai monté l'autre jour une pièce à l'envers. Ça c'est ma faute, hein. Ça permet d'apprendre de ses erreurs. Et il vaut mieux que ce soit moi qui les fasse les erreurs ou que ce soit moi qui pète du matos plutôt que vous. Donc on a une mini vis ici sur le côté. Donc avec une pièce ici. Et en fait ce petit cut là, il va vers l'avant et non pas vers l'arrière. Alors ça, il est hyper balèze. Et en fait pour que vous puissiez démonter le capot et coulisser vers le haut le rail supérieur, vous êtes censé pouvoir faire reculer cette pièce ici. Donc appuyez ici, faire reculer la pièce et ensuite faire pivoter le rail. Je n'ai jamais réussi à faire reculer la pièce. Ensuite ici on va pouvoir déposer le levier d'armement. Là. Et poser celui-ci. Donc vous pouvez le mettre côté droit ou côté gauche. Vous voyez, on a un peu plus la place pour venir armer la réplique. Et ça c'est valable que vous soyez droitier ou gaucher. Ensuite, on a le rail avant ici. Voilà, comme ceci. Par contre, il faut enlever le plastique. Voilà, gardez bien les vis au chaud pour ne pas les perdre. Et donc, il faut aligner les trous du garde-main avec le trou ici du tenon de baïonnette et le trou ici. Voilà, j'ai les doigts qui ne sont pas en face des trucs. Ça va dans ce sens-là.
Et on va faire glisser doucement. Ça sert à rien de serrer comme un fou, faut juste pas que les vis s'en aillent toutes seules. Hein, mais... On vient ici visser une partie sur le côté. Et là, on a un trou de chaque côté. Et bien, ça vient se mettre comme ceci. Donc ici, on a un poussoir de chaque côté. Voilà, qu'on est censé justement pousser pour ici venir faire descendre le rail. Et donc ici, avoir assez d'amplitude avec ce bouton là, pour que ça recule. Et venir verrouiller, mais de toute évidence, le petit bitonio là, il descend pas assez. Voilà, faut taper dessus. Là, c'est presque verrouillé. Voilà. C'est du Northist, c'est neuf. Donc c'est pour ça, il faut forcer surtout, les ajustements sont très très bien. Et voilà, on a ici une version moderne Tactical Platform. Mais c'est pas fini. Oui, parce que là, c'est compliqué d'épauler comme ça. Ça ne va pas très bien. Eh bien, il faut lui mettre une crosse. La crosse n'est pas fournie dans le kit parce qu'on vous laisse le choix de mettre la crosse que vous voulez. Alors, de base, c'est prévu pour les crosses comme ceci, type SIG. Alors, peut-être pas forcément celle-là, mais des crosses type SIG. Moi, j'ai oublié que j'avais un SIG Sauer MCX. Donc, j'ai demandé aux copains de Ready to Play de m'envoyer un adaptateur pour cross avec le tube. Voilà, c'est un adaptateur de chez Slong. Donc disponible ça chez Ready to Play. Merci beaucoup les gars. Quand on n'a pas de cerveau, on a des relations. Et là du coup on va pouvoir fixer la crosse. Voilà, comme ceci. Ça n'est qu'un exemple. Ne criez pas au sacrilège. Là on est vraiment sur une crosse non ajustable déjà. Mais qui est sur un tube normal. Donc si vous achetez ça, eh bien vous aurez la possibilité ensuite de mettre n'importe quelle crosse type M4 compatible, hein, bien sûr. Voilà, mieux, enfin mieux au niveau de la prise en main. Donc dispo chez Ready to Play, ça je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais bon, le principe voilà, c'est de faire quelque chose de moderne avec des attaches. Ici on a des rails M-Lock sur les côtés, en dessous, le Picatinny là qui fait tout le dessus. Ce levier d'armement et on garde ici accès à l'anneau attache-sangle. Donc voilà, on peut même lui mettre un petit point rouge, allez, soyons fous. Je prends ça au hasard. On prend ce qu'il y a dispo. Vous mettez une petite poignée à l'avant. Et puis, non, la visée est bien là. Hein. Et ma visée est bien comme ça également, si j'ai plus de piles dans mon point rouge. Voilà, cette longue vidéo commence à toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, bien sûr. Hein. Merci encore 1000 fois à Northist Airsoft pour m'avoir envoyé cet exemplaire du MP2A1 V3 GBBR et du kit MTP Modern Tactical Platform. Je vous rappelle également qu'il y a la version Pro Elite qui est disponible. Le Uzi israélien original avec sa crosse-bois également qui est disponible. Les liens sont dans la description de la vidéo. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, les gars. Il faut lire cette description de vidéo ou le premier commentaire qui est normalement épinglé sous cette vidéo. Je sais que sur mobile, c'est pas facile d'accéder à ça, tout simplement parce que je pense que Google n'en a rien à carrer que vous alliez lire des descriptions de vidéos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous regardiez des pubs. Et des pubs sur cette vidéo, il n'y en a pas eu. Donc si vous voulez aider l'antre, eh bien vous pouvez utiliser tous les liens qui sont disponibles dans cette fameuse description ou ce premier commentaire. Il y a des liens affiliés donc qui rapportent un petit peu de sous à l'antre et il y a des liens non affiliés. Il y a également des codes de réduction pour certaines boutiques. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et je vous rappelle, ce nouveau code affilié vers Airsoft Entrepôt. Vous cliquez dessus, il n'y a rien à faire, hein, vous arrivez sur votre page Airsoft Entrepôt normale. Vous vous loguez avec votre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Hein. Ça fonctionne également pour les nouveaux utilisateurs. Pour vous, c'est transparent. Vous payez toujours le même prix. Mais à chaque fois que vous faites une commande, ça donne une petite commission que moi, je vais pouvoir récupérer de diverses manières, si j'ai bien tout compris. Merci beaucoup à tous ceux qui font cette démarche en tout cas. Et puis n'hésitez pas bien sûr à utiliser les codes promo hein, si vous en avez besoin. Ça fait toujours plaisir d'avoir 5% ici, 15% là. Les temps sont durs pour tout le monde les amis. Et du coup je remercie également les tipeurs du mois de novembre. Merci beaucoup pour votre aide. Ça m'aide beaucoup, j'espère qu'on pourra refaire une réplique avant la fin de l'année là, sinon ça sera après Noël, tant pis.
mais j'ai déjà quelques idées. Enfin, j'ai une grosse idée, mais il faut que la réplique sorte. Mais si ça met trop de temps, on fera autre chose. Voilà, et ben, il me reste à vous dire de prendre soin de vous, que si vous allez en jeu le week-end prochain, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.